Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, salut tout le monde. Podcast numéro 92. Le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est « Ma maison payée de 750 000 est l'équivalent d'un placement de plus de 1 million ». J'enregistre le vidéo en même temps. Je vais mettre ça sur Spotify. Normalement, là, j'ai fait beaucoup en version audio seulement dernièrement. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, étant donné que j'ai un fichier Excel, j'essaie de le faire en mode vidéo. La raison pourquoi je ne le fais pas tout le temps en mode vidéo, c'est que ça me demande plus de préparation, plus de travail pour l'éditer, pour le mettre en ligne. Aujourd'hui, c'est spécial, je le fais en vidéo parce que justement, j'ai le fichier Excel, puis je vais vous montrer des petites choses en démonstration en partageant mon écran. Première chose, je vais tout de suite parler du Club Privilège. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire. Le Club Privilège, c'est un courriel par mois que j'envoie. Puis vous avez la chance de gagner un beau prix et vous avez la chance de gagner aussi une carte cadeau de 50 $. Donc, il y a différents prix qui sont tirés à chaque mois. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est, premièrement, vous inscrire, joindre le club. Pour ça, il y a une page web sur mon site frédériclacharité.com/club-privilège. Puis là, étant donné que je suis en vidéo en ce moment, j'en profite pour vous la montrer. Donc, c'est simple, c'est un formulaire. Vous inscrivez votre nom complet, adresse courriel, numéro de téléphone, adresse postale. Puis, je vais vous ajouter à la liste. Puis lorsque vous recevez le courriel, vous irez voir en passant dans vos spams. Ça se peut, là, j'ai eu des auditeurs qui étaient avec Hotmail, puis c'est arrivé dans les spams. Donc, si vous attendez le courriel, puis il n'arrive pas, ça se peut qu'il soit là. Faites-vous-en pas. Si vous l'attrapez dans vos spams, puis vous avez manqué le tirage, il y a toujours un autre tirage qui va revenir à chaque mois. Donc, faites-vous-en pas. Pour participer, donc, à chaque mois au tirage, vous devez, par contre, répondre à la question qu'il y a dans le courriel. Donc, vous devez cliquer, répondre à la question, et puis juste m'écrire oui, non, puis répondre à la question, et vous êtes automatiquement inscrit au tirage. OK, donc ça, c'était pour le Club Privilège. Là, si on revient au sujet d'aujourd'hui, une maison payée, combien ça vaut? OK, je vous dis souvent sur le podcast que ça vaut la peine de rembourser son hypothèque au complet, d'avoir sa maison payée. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait et puis je ne retournerai pas en arrière. Je suis content d'avoir cette base financière solide-là avec moi dans mon patrimoine. Et puis, j'entends souvent d'autres dire qu'une maison, c'est pas un investissement. Une maison, c'est plus une dépense que d'autres choses. Ben là, aujourd'hui, j'ai voulu faire l'exercice. Si je n'avais pas ma maison, combien de placements j'aurais besoin pour couvrir ce que j'ai de couvert présentement par le fait que j'ai une maison qui est payée au complet? OK? Donc, c'est vraiment l'exercice que j'ai fait aujourd'hui, en fait cette semaine. Et puis le résultat est surprenant, c'est qu'en réalité, ça prendrait un placement beaucoup plus important que la valeur de ma maison pour arriver à générer autant de revenus que ce que ma maison payée me donne en valeur. OK? Puis là, je vais vous expliquer ligne par ligne comment que j'arrive à ce calcul-là. Je peux peut-être, avant de commencer, faire des références au podcast précédent. OK? Dès le numéro 6, le 6e podcast de la série Indépendance financière et hypothèque, j'ai parlé acheter sa résidence principale pour faciliter l'accumulation de capital. Moi, je pense que dans le plan en 5 étapes, c'est se libérer des dettes, accumuler sa mise de fonds, acheter sa résidence principale. Mais une maison, vraiment, la plus petite possible, là, qui correspond à nos besoins. Pas aller chercher une grosse maison, puis du gros luxe, puis un gros train de vie. Non, juste s'acheter sa maison, ça a des grands bénéfices. Je parlais de ça dès l'épisode numéro 6 d'Indépendance financière et hypothèque. Ensuite, j'en ai reparlé, dans différents podcasts, mais principalement aussi, j'en ai reparlé à l'épisode numéro 70. Pourquoi être propriétaire est toujours aussi important en 2024? J'en ai parlé à ce moment-là. Et puis, l'épisode 73, le flambeur. Construire sa base, sa forteresse de solitude. Ça, pour moi, notre résidence principale, notre maison, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ma forteresse de solitude. Puis on va voir que ça vaut plus cher que ce qu'on pense aujourd'hui. OK? Donc ça, c'était pour les références au podcast précédent. Là, je vais avec le fichier Excel. Première ligne dans mon fichier. Pour ceux qui suivent en vidéo, c'est tant mieux. Pour ceux qui ne suivent pas, qui
écoute en audio, je vais évidemment essayer d'y aller là, le plus descriptif possible de ce que j'ai à l'écran. Donc, la première ligne dans mon fichier, c'est la valeur marchande de ma maison. Ma maison vaut 750 000. Bon, puis là, le débat à savoir si ça vaut 700 ou 800, c'est vraiment pas important ici, là. L'idée que ce que je veux montrer, c'est que en termes de placement, en termes de valeur que j'ai avec cette maison-là, combien ça me prendrait en placement pour remplacer cette valeur-là, OK? Donc, c'est ça l'idée. Le fait que, bon, ça vaut à peu près 750. C'est le montant que j'ai mis pour la valeur marchande de ma maison. Ensuite, loyer équivalent, ça, c'est important. On habite dans la maison, mais je voudrais savoir si ma famille et moi, on voulait habiter dans un logement équivalent. OK? Nous, c'est 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, un stationnement. Tout est neuf. Les armoires, les planchers, c'est neuf. On a 3 balcons. On a une belle vue sur le centre-ville à Montréal. On est au 3e étage. Donc, ça vaut combien? Ce pied carré-là, ça vaut combien tous ces avantages-là? Le fait que ce soit récent, ça vaut combien sur le marché si j'étais pour payer un loyer mensuel? OK? Donc ça, c'était ma première question que je me suis posée. Puis là, j'étais allé sur Centris, OK? Parce que aller sur Centris, c'est, je pense, un des meilleurs endroits qui pourrait nous aider à répondre à cette question-là. Je suis allé voir dans le quartier où j'habite quels sont les condos de 3 chambres, 2 salles de bain, un stationnement, puis combien que ça coûte par mois. OK? Puis là, on peut voir que ici, j'en ai un à 3 950, ici, j'en ai un à 3 350. Sur l'île des Sœurs, j'en ai d'autres. Lui, il est 2 950. Ici, j'en ai un à 2 900. Ici, j'en ai un à 3 850. Bon, évidemment, il va y avoir des petites différences, dépendamment, je pense, de la qualité, à quel point que c'est récent, puis aussi la proximité de où est-ce qu'on est. Tout de suite, en voyant les prix sur Centris, ce que ça me dit, c'est que en bas de 3 000 $, il n'y a pas grand-chose que je peux cliquer puis voir que je voudrais, moi, déménager là au lieu d'être chez nous où je suis en ce moment. Je crois que le loyer où j'habite vaut minimum 3 000 $ par mois. OK? Donc là, ça, c'est le premier chiffre qui est important. Je pense vraiment pas que ici je louerais ça en bas de ça. Je serais pas capable, en tout cas, de me trouver un endroit où habiter qui est similaire, qui coûterait moins cher que 3 000 par mois. Donc là, quand je regarde un loyer équivalent dans mon fichier Excel, je vais mettre 3 000. OK? Puis ça, c'est conservateur parce qu'il y en avait des plus chers. Il y en a 3 200, 3 400. Puis là, à savoir, c'est quoi le chiffre précis? Il faudrait que je fasse venir un courtier immobilier puis qu'on regarde ensemble, OK, combien que ça vaut. Puis je veux pas faire cet exercice-là parce que je veux pas quitter, je veux pas le louer. Mais ma petite recherche rapide, 3 000, c'est un beau chiffre. OK? Donc ça, c'est ce que le loyer vaut. Évidemment, ici, moi, ça ne me coûte pas 3 000 par mois en ce moment, étant donné qu'il n'y a pas d'hypothèque. Là, on va continuer avec les dépenses que j'ai réellement comme propriétaire du condo pour pouvoir comparer combien que ça me coûte en réalité. On a les frais de condo annuels, 4 900 $. On a les taxes municipales et scolaires, un autre 4 900 $. On a aussi la maintenance intérieure. Tu sais, il faut penser, là, normalement, toute la maintenance de l'immeuble, c'est couvert par les frais de condo. On a un fonds de prévoyance là-dedans. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Le toit, tout ça, je le sais. En plus, je suis dans le syndicat de copropriété. Je sais que tout ça est très, très bien prévu, géré. On a un gros fonds de prévoyance qui grossit. Tu sais, nous, on a acheté neuf. Donc, mais dès le départ, nous, on commence à mettre de l'argent de côté au niveau du syndicat de copropriété pour toutes ces choses-là. Puis en plus, on a des études spéciales qui déterminent tous les coûts qu'il va y avoir dans le futur. Bref, c'est couvert, là, toute la maintenance pour maintenir la valeur de mon condo. Ensuite, ce qui reste, c'est peut-être les armoires, les planchers, les trucs de finition à l'intérieur qui parfois vont peut-être être payés par un propriétaire lorsqu'on est locataire. Parfois, non. C'est pas clair. Là, ici, j'ai mis 2 000 par année pour ces choses-là.
Je pense que c'est un bon montant. Là. Je pense pas que c'est nécessaire de mettre plus. Tu sais, les armoires, on change pas ça à tous les 10 ans. Les planchers, même chose, on change pas ça aussi souvent que ça. Donc, c'est des choses qui durent longtemps. Donc, en réalité, oui, il y a des maintenances à faire à l'intérieur du condo qui sont pas couverts par les frais de condo, mais je veux quand même mettre une réserve pour ça. OK? Donc, c'est pour ça que je mets un 2000 par année. Okay, donc, le coût total du propriétaire, ce que ça nous coûte habiter ici, c'est 988 par mois. Donc là, on peut faire la différence entre le loyer qui vaut 3 000, si on était pour habiter quelque part, puis louer, au lieu d'être propriétaire, ça coûterait 3 000 par mois minimum. Puis ensuite, le total des coûts en ce moment en étant propriétaire, pour moi, c'est 988. Donc, on paye moins de 1 000 $. C'est comme si notre propriété, dans le fond, nous coûtait 2011 $ de moins par mois que l'équivalent. Donc, on bénéficie d'une valeur de 2000 $ par mois, OK, en étant propriétaire. Donc, ça, c'est le premier constat, c'est le premier calcul. Je pense que le calcul est assez solide ici. Vous pourrez me dire là, si vous feriez un calcul différent, mais je pense que j'ai tout couvert avec tous ces aspects-là. Donc, tout est là. Le 2000 $ en valeur qu'on a par mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ce 2000? Maintenant qu'on sait que habiter ici, dans une maison, ça vaut 2000 $ par mois, qu'on n'a pas besoin de payer, on va regarder pour obtenir un placement qui va nous générer à chaque mois 2000 $. OK? Parce que c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir si je n'étais pas propriétaire, quel placement, quel montant d'argent j'aurais besoin de placer qui viendrait me générer steady un 2000 $ de valeur pour venir payer mon loyer, pour que ce soit équivalent. Et puis là, ici, c'est important, la question du rendement. OK? Recevoir 2000 $ par mois, on peut dire quasiment garanti. C'est pas comme la valeur qu'on a de notre condo ici. C'est pas comme si un mois c'était 2000, l'autre mois c'était 1000, l'autre mois c'était 3000. Ça fluctue pas, là. C'est ce chiffre-là. Donc, pour avoir un rendement équivalent pour payer le loyer, il faut que ce soit un rendement qui est pas mal garanti. Puis là, ici, j'ai mis 5 % de rendement garanti. Si on avait une somme d'argent, normalement, le rendement garanti du capital tourne autour de 5 %. Okay? C'est pas 5 % pile, OK? Puis ça peut être débattu, OK? Puis là, on va en parler un petit peu de ce 5 %-là, OK? Le rendement garanti du capital. Je pense qu'avoir lu l'économiste Thomas Piketty, un économiste français, parlait, OK, lui il a fait l'étude du capital à travers les siècles, OK? Puis là, on reculait jusqu'au 17e, 18e siècle. Et puis, grosso modo, à travers les années puis les époques, le rendement du capital a tourné autour de 5 %. C'est pas tout le temps garanti. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Mais le 5 % pour moi, il est un petit peu ancré que c'est pas mal ça qu'on peut faire avec du capital. Il y a la règle du 4 % en finances personnelles qui dit dès qu'on accumule un montant X, 4 % de ce montant-là, on peut le décaisser, puis on a de l'argent à perpétuité finalement. Donc ça, tu vois, on est proche, là, 4 ou 5 %. Donc 5 % ici, je suis généreux. Parce que si je mettais 4, en réalité, ça ferait que j'ai besoin d'un plus gros montant d'argent. Donc déjà, je suis généreux. Encore là, je suis conservateur en disant que le montant pourrait générer 5 %. Puis là, on peut se confirmer, on peut aller voir ChatGPT, OK? Je peux lui demander, c'est quoi le rendement garanti du capital sur le long terme, OK? J'ai demandé ça simplement à ChatGPT. Puis là, il me dit, les certificats de placement garantis, c'est environ 3 à 5 %. Le 5 %, c'est le plus optimiste, encore là. Puis moi, je vais avec le plus optimiste parce que je veux être conservateur dans mes chiffres. OK? Ensuite, obligation d'épargne gouvernementale, on est 2 à 4 %. On n'atteint même pas le 5 %. Donc là, en disant 5 %, je suis encore optimiste. Okay? Puis après ça, on parle de rente viagère garantie. 4 à 6 %. Ah, là, on voit un 6 %, mais rente viagère, ça veut dire qu'il y a un composant qui est de l'assurance vie parce que c'est lié à notre âge, c'est lié au fait qu'on va peut-être pas récupérer le montant à la fin, OK? Puis ça, je veux pas aller vers ça. OK, donc, fonds de revenus fixe garanti, 3 à 5 %. Donc, vous voyez que même ChatGPT parle pas mal que le 5 %, c'est optimiste, c'est conservateur comme objectif de rendement. On va y aller avec ça pour tout de suite. Je vais laisser le 5 %, OK? Mais évidemment, là, je suis dans un fichier Excel, je peux mettre 4, puis on va voir que les chiffres vont changer. Donc,
Si j'étais pour avoir un capital qui génère 5% garanti, OK, quel montant que ça me prendrait pour générer 2000 $ par mois? On parle de 482 764, à peu près 500 000. Okay, si j'avais 500 000 placé à 5%, puis que ça pourrait me générer 2000 par mois. Première étape de fait, OK? Maintenant, c'est pas tout à fait équivalent encore. Parce que en réalité, lorsqu'on a notre maison, notre condo, on est propriétaire, la valeur de notre maison qui vaut 750 000 augmente à chaque année. On appelle ça l'inflation, l'appréciation. Il va y avoir une augmentation de la valeur de notre bien. Ça, si on ne fait qu'avoir un placement qui génère 2000 par mois, ne vient pas couvrir donc l'appréciation supplémentaire, l'avantage d'être propriétaire. Donc, on va vouloir inclure ça aussi pour que ce soit équivalent. Maintenant, inflation, on va parler de combien de pourcents? On va parler de 2 ou de 3 %. Pourquoi? Parce que les banques centrales vont viser de conserver l'inflation entre une fourchette de 2 et 3 %. C'est pour ça qu'on va utiliser ces chiffres-là. Encore une fois, ici, si je veux être conservateur, je vais y aller avec 2 % pour que ça fasse le plus petit capital requis, là, pour être conservateur dans mes chiffres, pour pas que ma maison de 750 000 équivaut à un placement de 3 millions. Je vais y aller conservateur, je vais dire, OK, on va mettre l'inflation à 2 % par année. On va dire que la maison n'augmente que de 2 % par année, ce qui est rare, en fait, là, en réalité, là, surtout dans les grandes villes. On s'entend que les valeurs augmentent plus rapidement que ça d'habitude. Mais continuons avec l'exemple ici. 2 % de 750 000, ça fait 15 000 $ par année, 1 250 $ par mois. Donc, je vais vouloir un capital qui va avoir un rendement toujours de 5 %, mais qui va être capable de couvrir le 2000 $ de loyer de valeur qu'on obtient, mais aussi qui va couvrir le 1250 $ par mois d'appréciation de valeur de mon condo. Donc, pour arriver à un capital à 5 % qui génère ces deux montants-là, on doit avoir à ce moment-là 800 000. 800 000 de placé à 5 % va, grosso modo, nous apporter 2000 pour couvrir la valeur de loyer et 1250 pour couvrir l'appréciation à un taux d'inflation de 2 %. Déjà, on est rendu là, à 800 000, une valeur au-delà de la valeur du prix que j'ai payé pour le condo. Dans le fond, habiter ici, jusqu'à présent, ça vaut un placement plus cher que le prix de ma maison. Mais là, il y a un troisième aspect qui va entrer en ligne de compte ici, puis qui est encore plus important, OK? Puis ça va être l'aspect fiscal. L'appréciation de ma maison, le 2 %, ça, c'est du gain en capital exonéré d'impôts. Parce que lorsqu'on a une résidence principale, la différence entre le prix qu'on l'a acheté et le prix qu'on va la vendre plus tard, ça, ce n'est pas imposable. Si j'achète mon condo 500 000 et que je le revends 750 000, le 250 000 est non imposable. Tandis que lorsque je prends un placement qui génère du revenu ou même un placement qui apprécie en valeur, si ce n'est pas dans un régime enregistré, on va devoir payer l'impôt là-dessus. Okay? Puis là ici, je prends pour acquis qu'on est dans des placements hors régime enregistré, okay? Pour que ce soit juste. OK? Parce que ma maison, lorsque je l'ai, moi, au personnel, elle ne fait pas partie de mes régimes enregistrés, REER, CELI, etc. Donc, pour que ce soit équivalent, je vais y aller avec un placement qui serait non enregistré. Un placement non enregistré va générer des revenus et ça, il va y avoir un impôt qui va être prélevé par le gouvernement sur les revenus de ce placement-là ou le gain en capital de ce placement-là. Ensuite, on va, pour calculer ça, on va calculer l'aspect fiscal, l'impact fiscal. On va mettre un taux d'imposition effectif. Okay? Taux d'imposition effectif versus marginal. Effectif, c'est lorsqu'on le ramène sur notre revenu total pour l'année. Marginal, c'est lorsqu'on regarde les derniers dollars imposés. Donc, effectif, je vais y aller avec 30 %. Il y en a, oui, qui vont payer moins. OK? Il y en a qui vont payer moins que 30 %, 25 %. Dans ma situation, mon taux effectif d'imposition, en fait, va peut-être être un peu plus haut que 30 %. Taux marginal, évidemment, rendu probablement proche de 50 %, mais le taux effectif, lui, lorsqu'on le ramène sur toute l'année, tous nos revenus, c'est à peu près 30 %.
OK, fait que j'ai pris ce chiffre-là, OK? On peut jouer avec, ça peut être débattu encore là, vous me le direz. Hey Fred, ton taux 30 ça n'a pas d'allure, vous me le direz. Peut-être que, bon, je fais pas ça tous les jours, là, des projections, des simulations comme ça. Donc là, ce qu'on veut, dans le fond, c'est générer le 2000 par mois, générer le 1250 par mois d'appréciation. Donc, on voudrait générer ce montant-là, mais on veut aussi payer de l'impôt. Donc là, on va devoir le grossir encore plus, ce montant-là. Et puis, lorsqu'on prend en compte l'aspect fiscal, le capital garanti pour couvrir la différence et l'appréciation libre d'impôt, là, on tombe à au-delà de 1 million de dollars. Et puis là, on revient au titre du podcast. C'est pour ça que la valeur marchande de ma maison à 750 000, mais en réalité, l'équivalent d'avoir une maison payée, mais en placement, ça serait un placement d'au-delà de 1 million de dollars. Là, vous pourriez me dire, oui, mais là, ton rendement, il n'est pas très haut. Moi, il me semble que mes placements, on peut faire plus que ça. Si on met ça sur le S&P 500, bien, le S&P 500, là, ça ne génère pas pile poil 2000 $ par mois. C'est pas comme ça que ça marche. Ça va être beaucoup d'appréciation. Ça va être de la volatilité. Donc, on ne peut pas utiliser ces rendements-là lorsqu'on veut comparer vraiment une valeur de loyer que j'obtiens à tous les mois steady, qui est certain qu'il va rentrer. On est certain que ce 2000-là va rentrer. Même chose pour l'appréciation de mon condo. Annuellement, on est pas mal certain là, que l'appréciation va avoir lieu. Puis si une année, elle n'a pas lieu, l'autre année d'après, l'inflation, en tout cas, dans les... je sais pas, moi, 50 dernières années, ça a été plutôt stable, l'immobilier. Il y a eu un crash aux États-Unis en 2008, mais au Canada, on a été épargnés. Mais reste qu'on est pas mal confiant à ce côté-là, surtout si on prend un chiffre conservateur comme 2 % pour l'inflation. Si on y va moins conservateur, OK, je terminerai peut-être l'épisode là-dessus. Supposons qu'on y va. Au lieu de mettre 5 % de rendement, on va y aller avec la règle du 4 %. Donc, on va mettre 4 % au lieu de 5 %. OK, puis l'inflation, au lieu de mettre 2 %, on va mettre 3 comme qui est plus la réalité, je pense, là, 3 % d'inflation. Puis le taux d'imposition, je vais le laisser comme ça. Là. Le capital qu'on aurait de besoin vraiment pour être équivalent, on parle de 1,5 million. Ça serait le double de la valeur de ma propriété, de ma maison, payée complètement. Mon point, c'est que ma maison, elle vaut plus cher que ce qu'on pense, qu'on peut penser. OK? J'avais une bonne idée. Je le savais que toutes ces économies-là que je faisais par rapport à mon loyer, je savais que c'était des belles économies, mais là, j'ai décidé de mettre ça dans un fichier Excel, puis vraiment d'arriver avec différentes hypothèses, puis de le tester. Et puis, j'étais pas surpris, mais je suis quand même content de voir que pour arriver avec la même valeur, j'aurais besoin d'un méchant gros montant d'argent en placement. Donc, ceux qui disent « Oui, mais c'est beaucoup mieux d'être locataire », ben je ne sais pas si on a fait les calculs de cette façon-là. Je suis d'accord que un des problèmes, c'est que lorsqu'on va aller acheter une maison, c'est parce qu'on veut plus grand, on veut plus de luxe. Tu sais, moi, j'habite dans un condo 3 chambres, 2 salles de bain. Là, j'habite pas dans un château. Puis, j'ai une bonne valeur pour le prix que j'ai acheté mon condo. Ça le vaut, là, le coût de loyer. Donc, une autre chose qui est importante, lorsqu'on achète notre résidence principale, on ne va pas acheter une affaire bizarre que personne ne va vouloir acheter après, qui plaît juste à nous. On va acheter une résidence principale dans un quartier résidentiel, dans un quartier qui nous convient, qui répond à nos besoins, mais qui va répondre aux besoins aussi de beaucoup, beaucoup de gens pour que la valeur continue d'augmenter. Parce que c'est tout lié à nos finances personnelles, à notre patrimoine, à notre accumulation de richesses. Puis ben voilà, c'est tout. Donc, j'ai terminé là, pour ma démonstration d'une maison payée qui vaut l'équivalent d'un placement de plus d'1 million. OK. Je vais terminer avec un courriel d'une auditrice qui m'a écrit la semaine passée. Je décris un peu sa situation, OK, puis je vous dis sa question. Dans la quarantaine, aucune dette, aucun paiement de voiture. Elle a son fonds d'urgence. Donc, à date, c'est comme vraiment cool. Là. On a vraiment quelqu'un qui suit le plan en 5 étapes, en tout cas qui l'a suivi avant de savoir d'écouter mon contenu. Puis en passant, j'en rencontre plein des gens qui communiquent avec moi, qui suivent ce plan-là. Et puis, je suis pas le seul. Je suis pas le seul bizarre qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire sans dette,
puis de viser d'avoir ma maison payée au complet, il y en a d'autres des gens là, qui voient que c'est une bonne chose de faire ça. Donc, je continue là, avec la description. Donc, elle a un fonds d'urgence couvrant 3 mois de dépenses. Condo acheté il y a 15 ans. Donc, une belle stabilité tout à fait abordable pour elle. Elle a eu l'opportunité d'investir dans l'entreprise où elle travaille. Donc là, belle similitude avec ma situation. Donc, elle, c'est il y a 6 ans, elle a eu cette opportunité-là. Ensuite, elle a un portefeuille diversifié qui correspond à son profil d'investisseur, REER, CELI, puis elle contribue 15-20% à chaque année pour sa retraite. Donc, encore là, elle suit les recommandations standards. Sa question, c'est, je me demande maintenant quelle devrait être ma priorité. Continuer à maximiser mon REER et mon CELI ou accélérer le remboursement de mon hypothèque? Ben là, moi, ici, la réponse était très simple. J'ai dit, regarde, j'ai parlé exactement de cette question-là à l'épisode numéro 87, qui était de payer l'hypothèque ou investir dans son REER CELI. Et puis, la réponse, pour moi, est bien au-delà du 18 % annuel qu'on devrait, oui, mettre de côté, 18 % de notre revenu annuel, on devrait le mettre de côté pour la retraite dans les REER CELI. Au-delà de tout ça, ben là, on a le choix. On peut, oui, en mettre plus dans le REER CELI, mais l'idée de rembourser l'hypothèque, moi, je trouve qu'elle est très, très intéressante. J'ai décidé, moi, personnellement, d'opter pour ça. Et puis, moi, je vous donne la permission de rembourser votre hypothèque. Tu sais, il y en a qui sont gênés. Ils disent, il me semble que c'est un taux d'intérêt qui n'est pas si haut que ça. Peut-être que je devrais garder ma dette. Non, non. Regardez, aujourd'hui, vous avez vu ma démonstration. Une maison payée, ça vaut cher comparé à un placement. OK? Puis ça, j'espère que ça vous convainc du bienfait de rembourser son hypothèque. On n'est pas nécessairement obligé de retenir ça, de garder notre hypothèque le plus longtemps possible puis d'aller investir. Regardez, ça vaut la peine. Le calcul, pour moi, est bon. En plus d'avoir la paix d'esprit qu'apporte d'avoir une maison payée, d'avoir notre forteresse de solitude, d'avoir notre base financière solide, d'accumuler notre 1 million, 2 millions. Et puis là, les décisions qu'on prend, on n'est pas stressé. On peut prendre des décisions pas basées sur le fait qu'on a des dettes à rembourser, mais basées sur le fait de... Nous, on pense que c'est ça qui est le mieux pour nous. Rembourser notre hypothèque, c'est pas un mauvais choix. OK? Même que je dirais que c'est un excellent choix. Donc, je termine là-dessus. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un excellent cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.